Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo partie 11 et cette semaine on apprend que Megumi n'est pas le seul à avoir encore des cartes à jouer, que Lazy compte bien vendre cher sa peau et c'est aussi le retour des explications. On en parle tout de suite. Alors, cette review, je précise, sera probablement un peu plus courte, un peu moins dense dans l'analyse qu'à l'accoutumée, comme un peu à chaque fois qu'on a un combat comme élément central du chapitre, finalement. Mais j'ai quand même 2-3 trucs à dire, mais pour commencer, je vais nous résumer comme à chaque fois les événements majeurs de ces 22 pages. On est parti. Le chapitre s'ouvre dans la continuité de celui de la semaine dernière, c'est-à-dire pendant le combat Lazy contre Megumi, et plus précisément sur l'extension du territoire de ce dernier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Lazy ne se démonte pas et lance tout de suite sa contre-attaque avec une nouvelle technique, panier du vide, qui peut être comparée à la technique du territoire simple, puisqu'il est censé neutraliser un domaine et les sorts qui y sont associés. Dans l'analyse plus tard, je réexpliquerai un peu plus en détail ce qu'est un territoire simple, histoire de replacer un petit peu la notion. Et là, c'est le retour du narrateur façon Hunter x Hunter, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, de faire son apparition et de nous expliquer le pourquoi du comment le panier du vide de Lazy ne fonctionne pas dans ce cas précis, puisqu'il se fait immobiliser par le Shikigami grenouille sans qu'il ne comprenne vraiment pourquoi. Encore une fois, plus d'explications à venir dans la review. On fait face maintenant à un Lazy prêt à engager sérieusement le combat, mais ça tombe bien puisque Megumi l'est tout autant, et nous introduit une de ses nouvelles capacités, celle de matérialiser des clones de lui-même, forcément. Et là, c'est parti pour la distribution des mandales dans la tronche, mais pendant qu'il est en train de se faire, disons-le, enchaîner, Lazy ne perd pas son temps et pèse ses options. Il comprend notamment que si Megumi sort son éléphant, ça va devenir compliqué pour lui de remporter la bataille, et surtout pendant ce temps, il analyse le domaine de son adversaire pour en trouver la faille. Faille qu'il semble avoir trouvé puisqu'il brûle certains de ses reçus qui font apparaître 3 voitures dans les ombres, qui laissent Megumi tout à sa surprise, avant que Lazy n'étale le fruit de son raisonnement, c'est-à-dire qu'il a compris que tout ce qui se situe dans l'ombre du territoire de Megumi, il doit lui-même le porter. Donc son plan est assez simple, il va invoquer de plus en plus d'objets jusqu'à ce qu'ils soient écrasés sous leur poids. Et là, Lazy se fait prendre à son propre jeu, puisque Megumi appelle son fameux éléphant de plénitude pour à son tour écraser et neutraliser Lazy. Et on en a fini pour le résumé. Analyse, donc, comme je te disais un peu plus tôt, j'ai pas pris des masses de notes cette semaine. Normalement, j'ai toujours un petit carnet ou une feuille à côté de moi pendant que je lis et je note des tas de trucs au fur et à mesure. Là, j'avoue que j'ai surtout profité du spectacle. Néanmoins, j'ai quand même des petits trucs à dire. Et avant de parler des acteurs principaux de ce chapitre, on va faire un petit exposé sur le territoire simple. Comme je disais dans le résumé, promis, ça sera rapide, mais je pense que c'est pas mal de faire une petite explication rapide dans la mesure où ça fait un petit temps qu'on n'avait pas vu cette technique. Je ne m'étale pas plus et je pars dans l'explication. Le territoire simple de la nouvelle école de l'ombre est une technique qui permet de représenter un territoire, une zone plutôt, d'environ 2 mètres de diamètre qui permet à son utilisateur de soit toucher à coup sûr son adversaire s'il se trouve dans la dite zone, un peu comme certaines extensions du territoire, aussi avec cette notion de coup imparable qu'on a déjà vu, soit dans un second temps, il permet à son utilisateur de bloquer les attaques et ou les sorts adverses. On a pu voir le territoire simplifié utilisé dans le manga par Miwa pendant l'arc tournoi, Kusakabe pendant Shibuya, qui sont tous les deux des utilisateurs de katana, donc ça peut aussi se coupler à la possession d'un objet. Et on a vu aussi Mekamaru l'utiliser pendant son combat contre Mahito. Voilà, comme ça la notion est posée. Alors quand j'ai préparé mon texte pour la review, j'avais commencé à écrire un pavé pour vous expliquer ce qui est basiquement déjà très bien exposé dans le chapitre. Et vu que j'ai pas envie de paraphraser inutilement pour rallonger la sauce, je vais faire un résumé très court, très sommaire. Donc si après ça, vous n'avez pas tout saisi, je vous invite à relire encore 1 ou 2 fois le chapitre, ça devrait aller parce que si je détaille vraiment le truc, ça va être long et chiant. Surtout que pour une fois, je trouve les explications plutôt claires, donc autant en profiter. Donc en gros, ce qui se passe dans ce chapitre, c'est que Lazy pense avoir affaire à un territoire complet. Et il pense aussi qu'avec sa technique, qui fonctionne comme le territoire simple, que je viens d'exposer, il pourra en contrer les effets. Mais là où il se fourvoie, là où il se trompe, c'est que le domaine de Megumi est encore incomplet. On remercie Akutami pour la précision d'ailleurs. Et que la fameuse barrière magique qui est censée envelopper une extension, c'est précisément ce que Megumi n'est pas encore capable de faire. Ce qu'il fait dans le gymnase, c'est étendre son ombre le long des parois, rien de plus. Ce qui est déjà vraiment, vraiment très ingénieux. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans le chapitre, que c'est une extension de sa technique des 10 ombres. Et donc on a vu que Panier du Vide est censé s'attaquer à la barrière magique, et que il n'a pas encore cette barrière magique sur Jardin des Ombres, Megumi, et que donc c'est pour ça que cette technique devient inutile. Dans ce cas précis, j'espère que ça vous aura aidé, si vous n'aviez pas saisi ces petites notions. Maintenant on va pouvoir passer au combat, parce que c'est quand même légèrement omniprésent cette semaine. Honnêtement, je
pensais que ce serait un combat facile pour Megumi. La semaine dernière, je donnais pas cher de la peau de Lazy, mais ça c'était avant de me souvenir qu'il n'y a jamais de combat facile dans Jujutsu, hein. Enfin, sauf pour les deux mêmes, qu'on va pas encore citer. Mais voilà, le Lazy, il ne se laisse pas avoir ainsi facilement. C'est un personnage qui vraiment démontre une très grande perspicacité, hein. Il arrive toujours, comme je disais dans le résumé, à trouver la faille du sort de son adversaire, et mieux encore, il arrive à le retourner contre son utilisateur. Tout du moins dans un premier temps, hein, puisque Megumi, question de perspicacité, c'est pas le dernier non plus, hein, loin de là. Mais c'est à souligner, je trouve, puisque clairement, hein, moi quand je l'avais vu pour la première fois en situation de combat, hein, ce perso, j'étais un peu dubitative. Disons-le, j'ai jugé le livre à sa couverture, hein, mais une fois de plus, Akutami nous a pris à revers et on a fait un opposant bien plus redoutable que ce qu'on pouvait penser au début, tout du moins ce que moi je pouvais penser au début. On va parler des graphismes, hein, parce que je sais que j'en parle pas assez, le découpage, tout ça, mais c'est pas forcément le domaine dans lequel je me sens le mieux, hein. Je sais que ça pêche un peu, mais bref, tout ça pour dire que niveau graphisme cette semaine, c'est encore très dynamique. J'ai cru comprendre que son trait ne faisait pas à l'unanimité, hein, même au sein du fandom. Alors je sais pas si c'est le manque d'objectivité en moi qui parle, hein, très probablement un peu, mais je trouve que ce trait très brut sert toujours aussi bien la chose quand il s'agit des combats et que ça leur apporte un vrai dynamisme. Il y a un côté un peu bourru, presque sauvage, notamment dans les phases de baston où l'œil de Megumi est dessiné là tout blanc sans pupille. Voilà, quand on dit que les yeux sont le miroir de l'âme, alors je dirais pas jusqu'à dire qu'il n'a plus d'âme, hein, quand il se bat, mais ça traduit quand même de quelque chose d'un peu bestial, inhumain. De manière globale, il porte toujours autant d'attention aux expressions du visage de ses personnages. On lit facilement l'incompréhension de Lazy dans un premier temps quand il se rend compte que sa technique ne fonctionne pas, puis la frustration et la colère juste avant d'engager le combat. Et Megumi, lui, de son côté, arbore toujours, et depuis le début de cet arc, cette expression complètement déterre sur le visage. On a l'impression qu'il doute plus du tout de lui-même et de ses capacités, quitte à en être un peu flippant, hein, puisqu'il y a vraiment maintenant ce truc systématique avec lui, hein, maintenant, c'est que quand il sourit, qu'il rit, c'est jamais bon signe pour ses adversaires. Et c'est vraiment trop cool, je trouve, de le voir prendre confiance en lui, de se lâcher, de tenter des choses pour révéler son plein potentiel. Et à chaque fois que je le vois comme ça, je l'imagine avoir dans sa tête la petite phrase de Gojo, hein, vous savez, qu'il lui dit dans le chapitre 58, quand pendant l'entraînement, il lui dit qu'il sait pas se donner à fond. Tout à l'heure, je parlais du côté inhumain de Megumi pendant la bagarre, et justement, j'avais noté un commentaire à ce sujet, de quelqu'un disant trouver Megumi un peu borderline mentalement depuis quelques chapitres, donc ça fait pas mal écho à ce que je viens de dire. De toute façon, c'est aussi un truc, hein, qui se dessine depuis un moment, hein, c'est que Akutami multiplie les parallèles entre le père et le fils, hein, son attitude, sa façon de comporter, de parler sont de plus en plus similaires à ce que pouvait faire Toji, hein, voilà, qui avait quand même qui a un côté quand même très physique, très animal, hein, quand il se bat, et voilà, je pense qu'évidemment personne ne se plaindra de voir un peu de Toji en Megumi. Pour en finir avec ce personnage, pour aujourd'hui en tout cas, hein, je trouve que c'est le personnage qui a la meilleure évolution. Enfin, tout du moins la plus intéressante depuis le début du manga. J'en dis pas plus parce que je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, parce que là j'ai déjà bien trop parlé alors que j'étais censée avoir rien à dire, hein, heureusement j'ai envie de dire. Donc on passe à la conclusion. Alors, j'ai l'impression de le dire, tout du moins de le penser chaque semaine, mais on est encore sur un propos et un storytelling parfaitement maîtrisés, hein, cette semaine, hein. On a une très bonne balance entre la première partie du chapitre avec toutes ces explications, où on va dire on est un peu obligé, hein, de brancher son cerveau pour comprendre, et la deuxième partie où cette fois on est sur de la pure bagarre hyper jouissive niveau Shibuya. Mais avec, je trouve, un petit truc en plus, enfin, bon, peut-être pas en plus, parce que c'est un peu tôt pour pouvoir juger de si cet arc sera meilleur ou pas que celui de Shibuya, dans la mesure où il vient de commencer, mais Akutami nous dirige vers quelque chose d'un peu différent dans cet arc, et du coup, ça me rend pas mal curieuse. Le prochain chapitre sort le 23 janvier à 16h et je vous donne rendez-vous le lendemain, le lundi 24 pour la review que je programmerai pour 17h30, hein, à chaque fois maintenant. Et bien écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Considérez aussi un abonnement, hein, si vous suiviez mes reviews régulièrement, ce serait cool. Et en attendant lundi prochain, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi. Regarde des animes, lis des mangas parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi je te dis à la prochaine.